profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le manège de la forêt enchantée cachait un secret abominable. Les détails de cette histoire ont été modifiés ou censurés par le tribunal de l'État de l'Illinois et par les personnes impliquées dans cette affaire dont la sécurité ou la réputation pourrait être compromise par la diffusion de ces informations au public. En 1959, une petite ville de l'Illinois subit un choc économique après la fermeture d'une usine automobile Chevrolet. Pendant cette période de déclin, de nombreux citoyens ont essayé de proposer leurs idées personnelles pour relancer l'économie. Un homme appelé Travis Leroy, qui possédait un grand terrain agricole à la périphérie de la ville, décida de profiter de l'occasion pour réaliser ce qu'il prétendait être un de ses rêves d'enfant oubliés depuis longtemps, et ouvrit un parc d'attractions dans l'espoir de faire venir des touristes des villes voisines. Travis n'était pas très connu du reste de la ville et avait toujours été assez discret. Mais il n'avait jamais dit un mot méchant à qui que ce soit et n'avait pas d'ennemis à proprement parler. Quelques-uns des autres hommes de la ville ont été engagés pour aider à labourer le terrain et à assembler les bâtiments et les décorations pour les manèges mécaniques et les stands de carnaval. La plupart des manèges sont expédiés et montés sur place sans trop d'efforts, mais il y a une attraction en particulier qui a fait l'objet du plus grand soin et de la plus grande préparation de la part du fondateur du projet. Il s'agit d'une idée originale de Leroy qu'il a tenu à inclure dans le parc, car c'est l'une des rares choses qu'il avait spécifiquement envisagées pour l'ouverture finale du parc. Il s'agissait d'un circuit intérieur de voitures lentes, éclairé et décoré pour ressembler à une forêt enchantée, avec différents animaux animés et des statues réalistes de lutins, de fées et d'autres créatures magiques des bois. Leroy a personnellement fait venir les statues et les personnages mobiles d'une grande entreprise extérieure, et le reste a été facilement construit avec les arbustes des environs et les dons du taxidermiste de la ville. Avant d'ouvrir officiellement le parc au public, Travis a tenu à faire lui-même une dernière visite pour s'émerveiller de la création et s'assurer que tout était parfait pour le premier jour d'ouverture au public. Une fois la création approuvée selon ses critères, les enfants de la région sont impatients de la voir et l'attraction fait immédiatement sensation dans la région. Le parc a connu le succès pendant de nombreux mois et a immédiatement apporté des revenus supplémentaires à la communauté environnante, ainsi qu'à tous les habitants de la ville qui étaient employés dans de nombreux stands et distributeurs automatiques. Dans l'ensemble, l'endroit était apprécié de tous et très fréquenté. Mais au fil du temps, il est devenu évident que la forêt enchantée n'attirait pas autant de visiteurs que certains autres manèges ou jeux. Cependant, lorsqu'un de ses employés ou associés suggérait à Leroy de fermer le manège, il rejetait immédiatement l'idée et semblait très offensé. Comme l'entretien et les réparations de l'attraction n'absorbaient pas une grande partie des bénéfices, la majorité de ceux qui ont posé la question n'ont jamais soutenu le contraire et le sujet a fini par être complètement abandonné. Après quelques années de prospérité et de croissance du parc à thème, l'un des garçons de 4 ans de la localité a été porté disparu dans le ravin situé dans son jardin, à la périphérie de la ville. Des indices ont été trouvés dans les broussailles de l'autre côté du ruisseau, une chaussure et quelques mèches de cheveux. Mais il n'y avait aucune trace de sang ou de violence. L'affaire a finalement été conclue comme une attaque d'animal et classée par les parents et le département de l'État. Même après la fermeture de l'école, certains citoyens se sont inquiétés de l'absence de preuves ou de restes du bambin retrouvés par les équipes de recherche ou les autorités. Ces soupçons n'ont jamais abouti, car il n'est pas rare que des coyotes et des loups traquent des animaux domestiques et des enfants non surveillés dans la région. 5 mois plus tard, un autre enfant a disparu dans un autre comté. Le parc et la ville se trouvaient à près d'1 heure de route, et la disparition n'a pas été remarquée par les habitants de la région. Du moins, jusqu'à ce que le shérif et le pasteur de la ville
attire l'attention sur le fait que les circonstances de la disparition de l'enfant, ainsi que l'absence de preuves et l'environnement général, sont très similaires. En enquêtant plus en avant, le pasteur a également découvert que les deux enfants se ressemblaient beaucoup. Ils avaient tous les deux des cheveux blonds poussiéreux de la même longueur et étaient tous deux des garçons au visage rond, de taille et de teint similaires. La police a poursuivi son enquête et n'a pas pu trouver d'autres liens après 2 semaines d'interrogatoire et de recherche auprès de la famille de chaque victime. Environ 1 mois après la réouverture des dossiers, les mères des garçons ont remarqué qu'elles avaient toutes les deux emmené leur enfant au parc d'attractions local dans les 3 semaines suivant leur disparition et en ont informé les détectives. L'ensemble du personnel a été interrogé à ce sujet et le terrain a été inspecté. Mais la plupart des employés n'étaient même pas au courant des disparitions et aucune découverte suspecte n'a été faite dans le parc. Travis Leroy, propriétaire de la propriété et principal dirigeant de l'établissement, a été soumis à l'interrogatoire le plus approfondi, mais il a répondu sans difficulté à la plupart des questions. Il n'avait vu aucun des 2 garçons dans le parc les jours où il l'avait visité, et passait le plus clair de son temps, pendant les heures d'ouverture du parc, dans son bureau ou dans les arrière-cours du service d'entretien. L'affaire a de nouveau été classée sans autre preuve jusqu'à une nouvelle disparition à quelques kilomètres de la brousse où les traces du premier enfant ont été retrouvées. Il s'agissait d'une fille de 3 ans, mais elle avait l'apparence des autres garçons, avec des cheveux blonds courts et des joues rondes et roses. Après que les parents de la jeune fille ont été amenés pour recherche et enquête, il a été rapidement découvert qu'ils avaient également visité le parc à thème quelques jours auparavant. Le parc a alors été officiellement fermé par les autorités jusqu'à nouvel ordre pour une recherche et une enquête approfondie, sous le tollé et la plainte de la ville qui recevait ses précieux revenus. Les manèges ont été démontés et les bureaux ont été nettoyés, mais aucun composant non déclaré ni aucune zone secrète n'ont été découverts. Même après une fouille du logement de Travis Leroy et des domiciles de quelques autres membres de l'équipe dirigeante, rien n'a été trouvé qui soit lié à l'un des enfants disparus. La seule zone qui n'a pas encore fait l'objet d'une enquête est le bâtiment abritant le manège forestier, en raison de l'absence d'éclairage et d'issues couramment utilisées. Comme les seules lumières utilisables dans le manège étaient les lampes atmosphériques colorées installées dans les arbres et au plafond, la police a effectué la majeure partie de ses recherches à l'aide de lampes de poche et de lanternes. Rien n'a été trouvé d'anormal sur la piste ou dans les voitures elles-mêmes, et la plupart des officiers semblaient quelque peu impatients de quitter les lieux. Cependant, l'inspecteur en chef se montra particulièrement curieux de quelques vitrines installées à travers le manège des fées et des lutins. Il demanda à Leroy de l'autoriser à entrer dans ces vitrines, ce que Leroy refusa en affirmant qu'elles étaient complètement scellées dans du verre, et ce depuis l'ouverture du parc. Le détective n'est toujours pas satisfait, mais il laisse partir le propriétaire et ses employés sans problème. Plus tard dans la nuit, selon l'inspecteur en chef lui-même, l'inspecteur a utilisé son mandat pour fouiller à nouveau le manège de son propre chef et tenter de trouver un moyen d'entrer dans les caisses. Il n'a pas réussi à entrer, mais il a découvert que le mastic d'étanchéité bordant les coins des panneaux de verre était encore frais, ce qui suggère qu'ils ont été récemment ouverts et refermés. Cette constatation a suffisamment inquiété l'inspecteur pour qu'il demande une nouvelle fouille du bâtiment avec l'aide des autres officiers chargés de l'affaire. Leroy insiste sur le fait que l'ouverture des caisses endommagerait de façon permanente l'intégrité de l'exposition et l'état de l'attraction. Mais après plusieurs débats sur la politique et la justification, la police est finalement en mesure de dépasser les plaintes de Leroy et d'autoriser la fouille à l'intérieur en vertu de la politique de l'État. Le 18 mars 1963, un groupe de 7 officiers de police et enquêteurs différents est entré dans le manège de la forêt enchantée à la recherche d'autres preuves de la disparition des enfants. Après seulement 2 heures d'inspection et d'enquête ce jour-là, le parc a été immédiatement démantelé et la ville voisine est entrée dans l'infamie locale.
bien que la plupart des citoyens n'aient pas eu connaissance des détails de leur découverte. Ce qui a été découvert dans le manège était si troublant que les photographies prises à titre de preuve ont été strictement cachées au public et que de nombreux officiers du groupe refusent de se souvenir de l'expérience. Le groupe d'autorités est entré dans le bâtiment et a suivi le circuit automobile dans ses virages sinueux à travers les différentes expositions, avant de s'arrêter à la première vitrine à peu près à mi-parcours. Armés de pieds de biche et de grattoirs à peinture, les policiers ont réussi à séparer les 2 premiers panneaux et à fendre le joint en caoutchouc en un peu moins d'1 heure. Immédiatement, une odeur d'air vicié et de produits chimiques d'embaumement s'est dégagée de la boîte. Mais cela n'était pas inattendu étant donné la quantité d'animaux taxidermisés dans la vitrine pour compléter l'ensemble de la forêt. Mais sous l'odeur de formaldéhyde et la fine couche de poussière, se cachait une autre odeur qui a mis le groupe mal à l'aise et en a rendu quelques-uns malades. Il s'agissait d'une odeur amère, avec un soupçon de douceur, semblable à celle de la viande avariée et des fleurs rances, comme l'a décrit l'un d'entre eux. Au fur et à mesure que les hommes approfondissaient l'affaire, ils semblaient s'accorder sur le fait que l'odeur émanait des statues et des figurines. Le détective en chef s'approcha de la figurine qui se trouvait au milieu, un petit lutin brun vêtu d'une salopette et d'un chapeau, qui regardait curieusement le plafond et tenait un oiseau préservé perché sur ses doigts. Il regarda de plus près l'expression de la silhouette et fixa ses yeux de verre sans vie, avant d'être rapidement submergé par l'odeur qu'il avait remarquée précédemment. Se couvrant le visage avec sa manche, il continua à inspecter méticuleusement le lutin pour trouver la source de l'odeur. En l'examinant, il remarqua qu'il y avait presque un léger soupçon de taches de rousseur sur ses joues, sous ce qui semblait être une épaisse couche de laque ou de résine. Ce qui s'est passé ensuite a plongé l'ensemble du groupe dans une crise de dégoût et un homme a dû se précipiter hors du bâtiment pour vomir à l'extérieur. Le détective leva la main pour gratter une couche d'émail sur le visage du lutin et la prélever en vue d'un test ultérieur. Mais au lieu de retirer un morceau d'émail, une grande partie de la joue de la figurine se détacha sous son ongle et tomba à ses pieds. Sous la couche de couleur chair se trouvait ce qui semblait être autrefois de la chair et des muscles vivants et bruts, depuis longtemps figés et séchés par des années de conservation et de stagnation dans la vitrine en verre. Le détective a rapidement prélevé des échantillons de chair avant de s'excuser à l'extérieur, car l'odeur et l'atmosphère de la zone devenaient trop accablantes pour lui et les autres. D'autres autorités ont été envoyées sur place et les autres vitrines ont été ouvertes. Toutes dégageant la même odeur grotesque et le même air de malaise. Toutes les figurines et les statues furent inspectées et on arriva à la même conclusion. Une fois l'attraction entièrement vidée et examinée, 17 restes d'enfants ont été enregistrés et conservés dans les présentoirs de l'attraction, dont 3 étaient les corps des garçons et des filles disparus au cours des mois précédents. Quelques-uns des enfants n'ont pas été identifiés, et les autres se sont avérés être des enfants perdus de vue depuis longtemps par les habitants de la ville ou d'autres personnes de la région. Le plus jeune enfant trouvé, un nourrisson de 12 à 16 mois, s'est avéré être le fils de Travis Leroy lui-même, qui serait mort à la naissance en même temps que sa défunte épouse. Leroy est immédiatement arrêté et accusé du meurtre au premier degré des 17 enfants, et le parc est définitivement fermé. La plupart des autres attractions furent démontées et rendues à leurs propriétaires d'origine, mais la majorité des citoyens refusèrent de s'approcher de la construction de la forêt enchantée. Les habitants de la ville croyaient fermement que la terre était maintenant imprégnée du mal et que quiconque y pénétrait à nouveau serait frappé par la malchance. Quelques années plus tard, une équipe de construction extérieure, ignorant le passé du terrain, a été engagée pour démanteler le bâtiment. Ils ont refusé d'achever la tâche après avoir été incapables d'éliminer l'odeur nauséabonde et de rapporter des bruits de rire d'enfants lointains. La ville l'a alors laissé à l'abandon.
mais la surveiller de très près afin d'éviter que des touristes, des journalistes ou des fans d'urbex n'y s'y introduisent. Aujourd'hui encore, le bâtiment se dresse, avec les autres vestiges du parc, sur un terrain agricole situé à la périphérie de la ville. Depuis, aucune entrée dans le bâtiment ou visite de la propriété n'a été signalée.